Bienvenue à Agence du Rire, votre rendez-vous incontournable pour des nouvelles qui vous feront rire et, à l'occasion, vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les relations internationales. Aujourd'hui, on plonge tête baissée dans un sujet qui est à des années-lumière d'un fou rire, les assassinats de 22 chefs d'État africains. Avant de cliquer ailleurs pour regarder une vidéo d'un chat jouant du piano miniature, écoutez-moi bien. Ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est une toile d'intrigue, de lutte de pouvoir et, franchement, de magouilles louches. On va décortiquer les histoires de ces dirigeants, examiner les circonstances de leur mort et essayer de comprendre pourquoi, dans bien des cas, la France réapparaît comme cet ami qui renverse toujours du vin rouge sur votre nouveau tapis. Mais là, mes amis, c'est bien plus salissant qu'un accident de Merlot. On parle de potentielles accusations, de soupçons d'implication française et de la question qui persiste. Pourquoi les responsables n'ont-ils jamais été traduits en justice? Accrochez-vous, parce que les choses vont devenir sérieuses. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre histoire commence au Togo, avec son premier président Sylvanus Olympio. Imaginez un peu avoir l'audace de mener votre pays vers l'indépendance de la France. On pourrait penser que ça ferait de vous un héros, non? Eh bien, pas si vous êtes Sylvanus Olympio. 3 petites années après l'indépendance du Togo, Olympio a été abattu de sang-froid. Et devinez qui a pris le relais? Gnassingbé Eyadema, un ancien légionnaire français? Coïncidence? Peut-être. Mais vous vous souvenez du tapis dont on parlait? C'est là que l'intrigue s'épaissit. Vous voyez, Olympio n'était pas vraiment chaud à l'idée de laisser la France garder son emprise sur le Togo. Il voulait une véritable indépendance, le contrôle des ressources du pays, tout le tralala. Et ça, mes amis, ça n'a pas plu à certaines personnes de l'autre côté de la Méditerranée. Soudain, un coup d'État bien pratique, mené par un soldat formé en France, ne semble plus si fortuit, n'est-ce pas? Maintenant, allons faire un saut au Nigeria, si vous le voulez bien. Un pays aux prises avec ses propres difficultés post-coloniales. Voici Johnson Aguiyi Ironsi, le premier chef d'État militaire du Nigeria. Un homme qui, tout comme Olympio, a eu l'audace de croire en un Nigeria uni, libre de toute ingérence extérieure. Mais le mandat d'Aguiyi Ironsi a été brutalement interrompu. Assassiné en juillet 1966, sa mort a plongé le Nigeria dans une tourmente encore plus grande. Bien que l'implication directe de la France dans cet assassinat précis soit débattue, les rumeurs ne semblent jamais s'estomper. Pourquoi? Eh bien, ce n'est un secret pour personne que la France, comme toute bonne puissance coloniale, avait ses propres intérêts au Nigeria. Et des intérêts qui ne concordaient pas souvent avec la vision d'Aguiyi Ironsi d'une nation forte et indépendante. Et quand ces intérêts sont menacés, disons que les accidents ont tendance à arriver. Abeid Amani Karume, la révolution inachevée de Zanzibar. Notre prochain arrêt nous conduit sur l'île aux épices de Zanzibar, où Abeid Amani Karume, un dirigeant qui a osé rêver d'une société plus juste, a été tragiquement fauché en pleine gloire. Abattu par des assassins en 1972, la mort de Karum a envoyé des ondes de choc à travers Zanzibar et au-delà. Voici un homme qui s'était battu sans relâche contre la domination coloniale, qui avait défendu les droits des opprimés, et pourtant sa vie s'est éteinte sous une pluie de balles. Maintenant, certains pourraient soutenir que l'assassinat de Karum était une affaire purement interne, mais ces gens n'ont visiblement pas fait attention. Zanzibar, avec sa position stratégique et son abondance de ressources, était un prix convoité par beaucoup, y compris nos vieux amis français. Et disons que la France n'était pas vraiment connue pour sa délicatesse lorsqu'il s'agissait de protéger ses intérêts. Richard Ratsimandrava, 6 jours à Madagascar. Accrochez-vous bien les amis, parce que les choses vont devenir vraiment folles. Direction Madagascar, le pays des Lémuriens et, apparemment, des mandats présidentiels incroyablement courts. Richard Ratsimandrava, que son âme repose en paix, a détenu l'estimé titre de président de Madagascar pendant 6 jours, pas un de plus. 6 jours.
On a à peine le temps de déguster un bon croissant, sans parler de mettre en œuvre des réformes politiques radicales. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Ratsimandrava a été assassiné, abattu sous une pluie de balles, avant même d'avoir eu le temps de réchauffer son fauteuil présidentiel. Vous vous dites peut-être, John, mon cher, tu ne vas pas nous faire croire que la France a trempé dans l'élimination d'un président qui n'a même pas eu le temps de choisir un nouveau papier à en-tête? Et à cela, je dis, ah, mais vous sous-estimez la détermination de la France à se mêler des affaires de ses anciennes colonies. Madagascar, voyez-vous, était riche en ressources, des ressources dont la France n'était pas tout à fait prête à abandonner le contrôle. Et un dirigeant qui pourrait avoir des idées différentes, eh bien, disons qu'il n'avait pas tendance à durer très longtemps. François Tombal Bey, la fin énigmatique du Tchad. Notre voyage à travers les annales de l'intrigue nous conduit maintenant au Tchad, une nation aux prises avec l'instabilité politique et l'ombre omniprésente de l'influence étrangère. Voici François Tombal Bey, le premier président du Tchad, un homme qui s'est retrouvé à marcher sur une corde raide entre la préservation de l'indépendance durement acquise de son pays et la navigation dans les eaux troubles de la politique de la guerre froide. Mais le numéro d'équilibriste de Tombal Bey a connu une fin brutale et tragique en 1975, lorsqu'il a été assassiné dans des circonstances mystérieuses. La version officielle, c'est une histoire aussi trouble que le fleuve Chari après une forte averse. Certains ont évoqué une armée mécontente, tandis que d'autres ont pointé du doigt des puissances étrangères se disputant le contrôle des ressources du Tchad. Et bien sûr, aucune conversation sur les morts suspectes dans les anciennes colonies françaises ne serait complète sans mentionner, vous l'aurez deviné, la France. Retour au Nigeria, une nation encore sous le choc de l'assassinat de Johnson Aguiyi Ironsi. Arrive alors Murtala Ramat Muhammad, un dirigeant charismatique qui a juré d'éradiquer la corruption et de rendre au Nigeria sa gloire passée. C'était un homme d'action, un homme du peuple, et pendant un bref instant, il a semblé que le Nigeria avait peut-être trouvé son sauveur. Mais le destin, semble-t-il, en avait décidé autrement. En 1976, après seulement 6 mois de présidence, Muhammad a été assassiné lors d'une attaque audacieuse. Sa voiture prise en embuscade dans les rues de Lagos. Le pays était en deuil, le monde regardait avec incrédulité et la question sur toutes les lèvres était « Qui a tué Murtala Muhammad et pourquoi ?» L'enquête officielle a pointé du doigt un groupe d'officiers militaires mécontents. Mais beaucoup pensent que l'histoire ne s'arrête pas là. Et une fois de plus, le spectre de l'implication française a pesé lourd. Notre quête de réponse nous conduit maintenant au cœur de l'Afrique, en République du Congo, où Marien Ngouabi, un dirigeant marxiste-léniniste avec un penchant pour les treillis à la Che Guevara et les discours enflammés, tentait de tracer une nouvelle voie pour sa nation. Ngouabi, fervent défenseur du panafricanisme et de l'indépendance économique, avait clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé à jouer selon les règles de qui que ce soit d'autre que les siennes. Et ça, mes amis, a fait de lui une cible. En 1977, Ngouabi a été assassiné, abattu dans son propre palais présidentiel. La version officielle a blâmé un groupe de soldats démobilisés mécontents, mais beaucoup pensent qu'il y avait plus que cela. Après tout, le zèle révolutionnaire de Ngouabi et ses efforts pour nationaliser les ressources du Congo avaient été bourriffés plus que quelques plumes, en particulier parmi ceux qui bénéficiaient de l'ancien ordre colonial. Accrochez-vous à vos chapeaux, les amis, parce que nous nous dirigeons vers l'Éthiopie, une terre d'histoire ancienne, de paysages magnifiques et, malheureusement, d'une longue et sanglante histoire de violence politique. Voici Tafari Benti, le président de la junte militaire éthiopienne, un homme arrivé au pouvoir par un coup d'État et qui a régné d'une main de fer. Le règne de Benti a été marqué par la brutalité et la répression, mais aussi par des changements importants, puisqu'il a tenté de moderniser l'Éthiopie et de la libérer de son passé féodal. Cependant, le règne de Benti a connu une fin sanglante en 1977.
lorsqu'il a été assassiné lors d'une fusillade connue sous le nom de massacre de la Saint-Valentin éthiopienne. Alors que la version officielle a blâmé les luttes de pouvoir internes au sein du Derg, la junte militaire fantôme qui dirigeait l'Éthiopie, des rumeurs ont persisté sur une implication étrangère, certains laissant entendre que les efforts de Benti pour affirmer l'indépendance de l'Éthiopie avaient déplu à certaines puissances mondiales. Des rives de l'océan Indien, nous nous tournons vers les rues animées du Caire, où Anwar el-Sadat, le président de l'Égypte, un homme qui a osé rechercher la paix avec Israël, a trouvé une mort prématurée. Imaginez un peu l'audace d'essayer de combler le fossé apparemment insurmontable entre Arabes et Israéliens. Sadat, fin politicien et diplomate chevronné, avait compris que la paix, aussi insaisissable soit-elle, était la seule voie vers une stabilité durable dans la région. Mais son geste audacieux, la signature des accords de Camp David avec le premier ministre israélien Menahem Begin, lui a valu l'admiration du monde entier et la colère de nombreux membres du monde arabe. En 1981, Sadat a été assassiné par des membres du djihad islamique égyptien abattus lors d'un défilé militaire alors qu'il passait en revue des troupes. Notre prochain arrêt nous conduit au Libéria, une nation fondée par d'anciens esclaves américains où William R. Tolbert Jr., un homme né dans le privilège mais propulsé à un poste de responsabilité immense, s'est retrouvé à la tête d'une nation au bord du gouffre. Tolbert, qui a succédé à son père à la présidence, a hérité d'un pays aux prises avec des inégalités sociales et économiques profondément ancrées. Il a tenté de mettre en œuvre des réformes, de combler le fossé entre les nantis et les démunis, mais ses efforts se sont heurtés à la résistance de l'élite bien établie et à l'agitation croissante des masses marginalisées. En 1980, la présidence de Tolbert et sa vie ont pris fin brutalement lorsqu'il a été renversé et assassiné lors d'un coup d'État militaire mené par Samuel Doe, un sergent-chef des forces armées du Libéria. Le coup d'État de Doe, qui a inauguré une période de régime autoritaire et de répression brutale, a marqué un tournant dans l'histoire du Libéria. Accrochez-vous à vos bérets, camarades, car nous allons plonger dans l'histoire de Thomas Sankara, le dirigeant révolutionnaire du Burkina Faso, un homme qui a osé défier le statu quo, s'opposer à l'impérialisme et inspirer toute une génération par sa vision d'un monde plus juste et plus équitable. Sankara, un officier militaire charismatique ayant un penchant pour les balades en moto dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État populaire en 1983. Il s'est immédiatement attelé à transformer le Burkina Faso en mettant en œuvre des réformes sociales et économiques radicales visant à autonomiser les pauvres et les marginaliser. Il a rebaptisé le pays de Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui signifie « pays des hommes intègres », et a lancé un programme ambitieux de nationalisation, de redistribution des terres et de campagne d'alphabétisation. Mais le zèle révolutionnaire de Sankara, son engagement indéfectible envers le panafricanisme et sa critique virulente du néocolonialisme ont fait de lui la cible d'ennemis tant internes qu'externes. En 1987, Sankara a été trahi et assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien ami et camarade Blaise Compaoré. Retour aux Comores, où le paysage politique est resté plus instable que jamais. Ahmed Abdallah Abderrahmane, un homme qui connaissait bien la nature précaire du pouvoir aux Comores, ayant déjà occupé le poste de président à 2 reprises, s'est retrouvé une fois de plus propulsé dans le rôle de chef de l'État. Abderrahmane, connu pour son approche conciliante et ses efforts pour maintenir la stabilité dans l'archipel, a dû mener une bataille difficile dès le départ. Mais alors qu'il semblait pouvoir guider les Comores vers un avenir plus pacifique, la tragédie a frappé. En 1989, Abderrahmane a été assassiné, abattu dans son propre bureau.
le doigt a rapidement été pointé vers nul autre que Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui semblait avoir le don de se montrer chaque fois que la présidence comorienne était à pourvoir. Nous nous rendons maintenant en Algérie, une nation encore aux prises avec l'héritage de sa longue et sanglante lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la France. Voici Mohamed Boudiaf, un héros de la guerre d'indépendance algérienne. Un homme qui s'est battu sans relâche pour la liberté de son pays, pour finalement rentrer d'exil des décennies plus tard et le trouver au bord du chaos. Boudiaf, une personnalité respectée, connue pour son intégrité et son engagement indéfectible envers la démocratie, s'est vu convaincre d'assumer la présidence de l'Algérie en 1992, à une époque où le pays était en proie à la violence suite à un coup d'État militaire qui avait évincé le Front de Libération Nationale, FLN, au pouvoir depuis longtemps. Boudiaf, considéré comme une personnalité unificatrice capable de rétablir l'ordre et de ramener l'Algérie sur la voie de la démocratie, s'est lancé dans un programme de réformes ambitieux, promettant d'éradiquer la corruption, de restaurer l'état de droit et de réconcilier les profondes divisions politiques du pays. Mais la vision de Boudiaf d'une nouvelle Algérie a été tragiquement interrompue. En 1992, après seulement 6 mois de présidence, il a été assassiné par un membre de son propre service de sécurité. Un acte choquant qui a plongé l'Algérie dans une nouvelle tourmente. L'histoire du Burundi se poursuit cette fois avec Cyprien Ntaryamira, un homme politique hutu qui s'est retrouvé propulsé dans le rôle de président après l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye. Ntaryamira, un modéré qui avait plaidé en faveur du dialogue et de la réconciliation après le meurtre de Ndadaye, s'est retrouvé face à la tâche titanesque de guider une nation au bord du génocide. Il a tendu la main à la communauté internationale, suppliant qu'on lui vienne en aide, qu'une force de maintien de la paix soit envoyée pour empêcher l'impensable. Mais les appels à l'aide de Ntaryamira sont restés lettre morte. En avril 1994, 4 mois seulement après avoir accédé à la présidence, Ntaryamira a été tué, en même temps que le président rwandais Juvenal Habyarimana, lorsque leur avion a été abattu au-dessus de Kigali, la capitale du Rwanda. L'assassinat de Ntaryamira, un homme qui avait consacré sa vie à la paix et à la réconciliation, a anéanti tout espoir de résolution pacifique du conflit ethnique burundais. Nous retournons maintenant en République démocratique du Congo, une nation aux prises avec l'héritage du colonialisme, de l'exploitation et d'un conflit apparemment sans fin. Laurent-Désiré Kabila, un ancien chef rebelle qui avait évincé Mobutu Sese Seko en 1997, mettant fin à 3 décennies de régime kleptocratique, a hérité d'une nation en ruine. Kabila, salué comme un libérateur par beaucoup, a promis d'ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité. Mais son règne a été de courte durée et marqué par la violence. Les efforts de Kabila pour consolider le pouvoir et son incapacité à s'attaquer aux causes profondes des conflits congolais, notamment les tensions ethniques, les conflits fonciers et l'exploitation illégale de ces vastes ressources minérales, ont alimenté les troubles et la rébellion. En 2001, Kabila a été assassiné par l'un de ses propres gardes du corps, un acte choquant qui a plongé le Congo dans une nouvelle tourmente. Notre dernier arrêt nous conduit en Libye, une nation dirigée pendant plus de 4 décennies par le personnage énigmatique et souvent controversé de Mouammar Kadhafi. Kadhafi qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État sans effusion de sang en 1969, a transformé la Libye, une nation pauvre et sous-développée, en un pays relativement prospère grâce à ses vastes ressources pétrolières. Il a mis en place un système de gouvernance unique basé sur sa propre philosophie politique, exposé dans son livre vert, et s'est positionné comme un chantre du panafricanisme et un critique virulent de l'impérialisme occidental. Mais le règne de Kadhafi a également été marqué par l'autoritarisme, les violations des droits de l'homme et son soutien à divers groupes
militants dans le monde entier. En 2011, dans le sillage des soulèvements du printemps arabe qui ont balayé l'Afrique du Nord, une rébellion populaire a éclaté en Libye, contestant l'emprise de Kadhafi sur le pouvoir. L'OTAN est intervenue militairement, officiellement pour protéger les civils, mais l'intervention s'est rapidement transformée en une opération de changement de régime. Kadhafi a été capturé et brutalement tué par les forces rebelles. Sa mort a été filmée et diffusée dans le monde entier, marquant la fin d'une époque en Libye. Au fil de notre voyage à travers les histoires tragiques de ces 22 dirigeants africains, on ne peut s'empêcher de remarquer un thème récurrent, une lutte pour une véritable indépendance, un combat contre le néocolonialisme et une fin tragique souvent entourée de mystères et de suspicions. Des historiens, des analystes et des chercheurs ont impliqué la France dans bon nombre de ces assassinats, citant des preuves d'opérations secrètes, de manœuvres politiques et du monde obscur des mercenaires et des services de renseignement. Ces dirigeants, chacun à leur manière, représentent une génération de dirigeants africains qui ont osé défier l'ordre établi, qui ont refusé d'être les marionnettes de leurs anciens maîtres coloniaux et qui ont cherché à tracer leur propre voie vers un avenir libre de toute exploitation et de toute ingérence. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'un schéma de réduction au silence des voix discordantes, d'élimination des dirigeants qui osaient faire passer les intérêts de leur nation avant ceux des puissances étrangères. L'histoire de ces crimes reste largement impunie, les preuves étant souvent enfouies sous des couches de secrets officiels et de manœuvres diplomatiques. La question demeure: la Cour pénale internationale tiendra-t-elle un jour quelqu'un pour responsable de ces crimes? Ou les familles de ces dirigeants assassinés continueront-elles à se voir refuser la justice, leur voix se perdant dans les couloirs du pouvoir? Il ne s'agit pas de simples notes de bas de page historiques, mais de rappels poignants de la lutte permanente pour une véritable indépendance et une autodétermination en Afrique et au-delà. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.